LCI, il est 20 h, un petit peu plus de 20 h maintenant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va encore ce soir beaucoup parler de la crise sanitaire qui touche la France avec encore cette flambée des contaminations. 104 000 contaminations recensées ces dernières 24 heures. Le pic des 100 000 a donc été atteint. On va voir ce que ça implique. Et puis il y a cette information également qu'on a apprise ce soir. Des transferts de patients vont devoir avoir lieu depuis les hôpitaux parisiens. Signe que même si le variant Omicron semble moins dangereux, le système hospitalier, lui, est dans l'impasse. Et c'est d'ailleurs un indicateur auquel sera particulièrement attentif le gouvernement lundi lors de son conseil de défense sanitaire. Faut-il aller vers davantage de restrictions ou à l'inverse, faut-il s'orienter vers un allègement des conditions d'isolement pour ne pas paralyser le pays? On va en débattre ici en plateau. Et puis à 20 h 30, ne manquez pas notre grand entretien avec le professeur Pierre Squara, chef du service de réanimation de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine. Pour décortiquer tout ça en plateau, nous avons avec nous Arlette Chabot, éditorialiste politique LCI, bonsoir. Également avec nous William Tep, président du think tank Le Millénaire, et Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bonsoir. Première question d'abord Arlette, quand on voit ce chiffre des 104 000 contaminations, on se dit que ça y est, le week-end était décisif, les fêtes également, et qu'on va s'orienter manifestement vers quelque chose de très sérieux pour pouvoir parler proprement aux Français avec des vraies restrictions certainement la semaine prochaine à la lumière du Conseil de défense. Alors je ne sais pas ce que le gouvernement va décider ou ce que le président de la République, pour être plus précise, va décider. En tout cas, c'est le chiffre qui était plutôt annoncé à la fin du mois par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui disait avant la fin du mois on arrivera à passer le cap des 100 000, c'était le repère. On suit le Royaume-Uni, donc là ça va plus vite. Ça veut dire que la contagiosité est vraiment très forte. Après, que peut décider le gouvernement? On tourne en rond dans les mêmes choses. On sait que le président ne veut, on l'a dit 10 fois, ni confinement, ni couvre-feu, pas de mesures de ce type. Que peut-il décider? Pour le 31, il n'y aura plus ni feu d'artifice, ni fête, ni rassemblement. Il n'y a pas de consommation d'alcool dans la plupart des départements dans l'après-midi. Après, on est plutôt à se dire et à s'orienter et encore une fois à s'interroger sur des mesures qui pourraient permettre à la France de ne pas s'arrêter le jour de la reprise, c'est-à-dire le 3 janvier, avec une limitation des périodes d'éloignement de tous ceux qui sont touchés ou cas contact. Donc voilà, à partir de là, on ne sait pas si... moi, je ne crois pas que le président de la République passera... outre ce qu'il est convaincu qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire enfermer les Français. En tout cas, ça veut dire que la situation est grave, que l'hôpital, même s'il n'est pas débordé, est quand même débordé, parce qu'il y a beaucoup de malades aussi chez les soignants, qu'il y a une vague qui est toujours Delta qui est encore là, et la vague Omicron n'est pas encore arrivée à l'hôpital. Donc ça veut dire que les difficultés vont être énormes dans les hôpitaux. Et c'est ça, effectivement, le but, c'est de ne pas paralyser le pays. Ergun Toparslan, quand on voit du coup ces chiffres qui sont quand même assez inquiétants, vous le disiez Arlette, qui sont du coup en avance, au moins de quelques jours, qui laissent présager une aggravation des contaminations dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles mesures il faudrait prendre raisonnablement pour ne pas que le pays soit à l'arrêt? Il y a plusieurs mesures qui pourraient être prises, mais ce qui est important dans cette contamination liée à Omicron, c'est surtout l'aspect que ça peut avoir un impact beaucoup plus important sur notre économie. Pourquoi? Parce que même si les contaminations ne sont pas très graves, leur nombre est assez important et à chaque fois, ça c'est synonyme de confinement et de cas contact qui est confiné. Et à un moment donné, par exemple, dans le secteur du bâtiment, et qui était beaucoup confronté à ça, on avait beaucoup de chantiers, d'opérations et d'intérimaires qui ne pouvaient plus travailler parce qu'ils étaient dans des confinements, dans une situation où ils devaient s'isoler. Maintenant, il y a plusieurs leviers à ça. C'est tout d'abord, évidemment, accentuer, voire généraliser le télétravail là où ça serait possible, mais aussi vérifier les conditions et la durée que peut avoir les isolements en cas de cas contact ou en cas de contamination, et surtout pour les proches des personnes contaminées quand c'est des personnes malades, parce que ça peut aller jusqu'à 17 jours. Et quand on voit le nombre de contaminations qui a dépassé les plus de 100 000, si on imagine le nombre de cas contacts que cela peut avoir, et pour les personnes malades, ça fait un très grand nombre de concitoyens français qui ne peuvent plus continuer à travailler habituellement. La petite bonne nouvelle, c'est évidemment les situations critiques et le nombre de personnes qui sont hospitalisées. Mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre de vue l'aspect impact économique, notamment dans les secteurs critiques de notre pays. Absolument. William T, avant de vous entendre, j'aimerais vous faire écouter l'avis de Martin Blachier. Lui, il répond justement à ceux qui disent que le gouvernement anticipe mal et que la situation est mal gérée. Écoutez. Je vois que les grands gouvernants de ce monde n'ont pas pris de mesures drastiques. Je regarde Joe Biden, je regarde Boris Johnson, je vois Emmanuel Macron. Si jamais vraiment ils pensaient qu'il allait y avoir une déferlante de cas dans les services hospitaliers,
on ne laisserait pas les gens faire ce qu'ils veulent juste en faisant quelques tests. Je pense que le Premier ministre, par exemple, des Pays-Bas, qui a confiné sa population pour les fêtes de fin d'année, dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours, qu'on se rendra compte que Omicron n'envoie pas beaucoup de patients à l'hôpital, il sera dans une situation beaucoup plus difficile que les gens qui ont été plus raisonnables, comme notre propre président de la République. William Tay, vous êtes d'accord? On ne pouvait pas gérer mieux que ça et finalement la stratégie est la bonne, il faut rester sur cette ligne? Je pense que la doctrine est la bonne depuis début 2021 dans la mesure où il y a la question d'acceptabilité des mesures par la population. Et même si le gouvernement avait pris des mesures pour les fêtes de Noël, on n'est pas sûr que la population l'aurait mis en place dans la mesure où il n'aurait pas accepté. On le voit dans les différentes enquêtes d'opinion, les différentes mesures de restriction de liberté sont de moins en moins acceptées, surtout quand ce sont les mêmes. On l'a vu, la première comparaison 2020, début 2020, jusqu'à la fin 2020, sur les mêmes mesures, on avait une baisse d'acceptation. Ensuite, après, on a eu une nouvelle apparition de nouvelles mesures, couvre-feu, et au fur et à mesure du temps, c'est de moins en moins accepté. Alors je pense que le gouvernement a été dans la bonne mesure et dans le bon degré d'acceptation sur la question de la fin de l'hiver et dans la question des fêtes de fin d'année. Et ensuite, il doit prendre de nouvelles mesures à partir de janvier. Il a différentes mesures. On a 3 mesures notamment pour lutter contre le virus. Un, c'est le vaccin. On a mis en place la 3e dose, donc vraisemblablement, on aura moins d'admissions dans l'ensemble critique. Deuxième point, c'est le rappel aux gestes barrières. Et contrairement à ce qu'il avait dit dans son discours du 12 juillet, il faut à la fois se faire vacciner, mais respecter les gestes barrières parce que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Et après, 3e point, c'est la question des restrictions de liberté. Est-ce qu'il pourra prendre des restrictions de liberté fortes comme le couvre-feu ou le confinement sur l'ensemble de la population? Non, je ne pense pas. Mais pour éviter une paralysie, vraisemblablement, il y a une possibilité, ça va être de confiner ou de mettre des mesures de restriction de liberté sur les personnes qui sont non vaccinées. Parce que quand on regarde les courbes au Royaume-Uni, on assiste, parce qu'on a 3-4 semaines de retard sur le Royaume-Uni, on a une augmentation du nombre de cas qui est exponentielle, mais ça a beaucoup moins d'incidence en admission dans les hôpitaux, qui augmente un peu moins vite et encore moins sur les admissions en soins critiques. Donc, vraisemblablement, le système hospitalier ne sera pas tenu, ne sera pas en saturation à cause des vaccinés. Par contre, il peut être mis en raison de la contagiosité d'Omicron sur les personnes qui sont non vaccinées, qui représentent 4 à 6 millions de la population. Et si ces 4 à 6 millions se retrouvent touchés par Omicron, ils peuvent saturer les hôpitaux, notamment en soins critiques. Vous avez raison de mentionner l'acceptabilité parce qu'il y a notamment cet avis qui consiste à dire que à travers ce pass sanitaire, puis ce pass vaccinal, puis les tests, on commence à rentrer dans quelque chose de liberticide. Écoutez ce que disait Mathieu Slama hier, il était sur notre antenne, il est essayiste et auteur. On est en train de banaliser des méthodes de gouvernement qui sont pour moi inacceptables et vraiment autoritaires. On est en train de banaliser donc, le Conseil de défense, on est en train de banaliser des mesures attentatoires à l'état de droit, on est en train de banaliser même l'idée même de passe. Et en fait, on banalise tout ça et on se retrouve depuis 2 ans dans une situation qui, moi, m'inquiète beaucoup. On n'en voit pas la fin. Et je trouve que ça devrait inquiéter quand même tous les démocrates de ce pays, qu'ils soient médecins, qu'ils soient politiques, qu'ils soient citoyens. Et avec nous en direct, Patrick Vignal, vous êtes député LaREM de l'Hérault. Bon, quand on voit tout ça, quand on voit que ça commence à gronder un petit peu dans la population et quand on voit qu'on a quand même pas mal donné en 2 ans en termes de sacrifices et que malgré tout les chiffres nous imposent de prendre des mesures, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer la seconde ou est-ce qu'il faut continuer dans la trajectoire qu'on a déjà prise? Vous savez, le constat est le suivant. 5e vague, 2 confinements, un couvre-feu, le télétravail, on ferme la culture, on ferme le sport, on met des masques, des gestes barrières. Ça, c'est le constat depuis 2 ans. Et le deuxième constat, c'est l'hôpital. On a été lâche depuis 30 ans. Vous imaginez, 69 000 lits ont été fermés depuis 2002 ou 2004. Donc, on a un hôpital en danger. On a des soignants fatigués et même si on va plus loin, on a une autre approche du travail. On n'a plus des soignants qui veulent faire 80 heures, 90 heures et s'épuiser au travail. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est quoi? C'est que le confinement pose des problèmes économiques, sociétaux. Nos gamins ont envie de retourner à l'école, nos étudiants ont envie d'étudier. Donc, si vous voulez, on est toujours sur une corde raide et chaque mois arrive un nouveau variant. Donc, j'ai cru comprendre, mais avec beaucoup de prudence et d'humilité, que pour l'instant, c'était le Delta qui était compliqué, l'Omicron a arrivé. Donc, on est toujours la situation et surtout faire preuve d'humilité. Donc, je ne sais pas ce qu'annoncera le président de la République ou le Premier ministre. Il est certain qu'il faut renforcer la vaccination, les gestes barrières, ressortir le gel. Et c'est vrai aussi qu'il faut se poser la question sur les non-vaccinés. Mais comment on les amène à vacciner? Est-ce qu'on fait une politique d'entonnoir? On leur restreint de plus en plus de liberté? Est-ce qu'on arrive à les convaincre? Est-ce qu'on continue, et ça manque, du aller vers, qu'on aille vers les gens dans des territoires retirés? C'est ce que font les pompiers de chez moi. Ils ont une ambulance, ils vont chercher les gens chez eux. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses, mais c'est vrai qu'on est dans une situation très, très difficile.
Vous restez avec nous, Patrick Vignal. Ergun Toparslan, quand on entend ça, c'est-à-dire justement le fait que les non-vaccinés sont encore ceux qui posent problème, comment on fait pour en venir à bout? Parce que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne voudront pas plus forcément dans les semaines qui viennent. Comment on fait pour les convaincre? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut jouer aussi du point de vue du gouvernement? Il y a deux volets là-dessus. Je pense le pass vaccinal va répondre fortement à cette réticence-là parce que ça va restreindre massivement leur accès à certains lieux et certains lieux de vie. Secondement, il faut continuer le travail pédagogique et s'appuyer encore une fois sur les scientifiques et les médecins. Il n'y a pas d'autre issue par rapport à ça et on le constate d'ailleurs, on le voit sur les personnes qui sont hospitalisées, qui sont en réanimation. Le regret qu'ils ont majoritairement pour les non-vaccinés, c'est de ne pas avoir été vaccinés. Donc le message pédagogique doit être martelé. C'est vrai que c'est un peu laborieux, mais la pédagogie passe par la répétition. Mais encore une fois, on n'a pas d'autre choix. Et à côté de ça, le pass vaccinal qui va être voté et qui a été proposé par le gouvernement va répondre grandement à cela. Arlette, quand on entend ça, on se dit forcément que si on impose, par exemple, un test en plus du pass vaccinal qui lui est déjà acté pour la mi-janvier, ça peut encore faire grincer des dents. Politiquement, on marche un peu sur des œufs là aussi, puisqu'on est aussi à quelques mois de l'élection présidentielle, ça compte. Alors, ce serait quelque chose en plus. Alors, ce ne serait pas pour les bars et les restaurants. Ce test obligatoire serait par exemple pour des concerts, des événements culturels un peu particuliers. Il pourrait effectivement s'ajouter, mais ça ne va pas être décidé maintenant. Ce sera sans doute dans le projet de loi une possibilité utilisée dans les semaines qui viennent. Mais je reprends sur ce que disait Patrick Vignal, il y a ce fameux aller vert. Il a raison de dire dans sa région, tant mieux si les pompiers vont chez des gens qui sont soit mal informés, isolés, qui n'ont pas de moyens d'information ou qui ont du mal à se déplacer. Moi, ça fait des semaines que je me demande pourquoi l'assurance maladie, je le répète toutes les semaines, donc je ne l'ai pas fait cette semaine, j'en profite, on est samedi, il est temps que l'assurance maladie n'ait pas envoyé de lettres à tous ceux qui ne sont pas vaccinés pour leur dire vous n'avez pas été vacciné, vous avez un centre à tel endroit, et même fixer un rendez-vous. C'est ce qui s'est fait en Espagne, et je ne vois pas pourquoi en France, ça ne se passe pas comme ça. Tous les plus de 65 ans reçoivent une lettre pour la vaccination gratuite contre la grippe. On ne voit pas pourquoi ça ne se passe pas de la même façon. Donc ce sont les mairies qui sont mobilisées parce qu'il y a le plan canicule, les pompiers, dit Patrick Vignal, mais on se demande pourquoi il n'y a pas une volonté plus forte. On répète à chaque fois le aller vers, mais le aller vers, qui va vers qui ? Justement, Patrick Vignal, est-ce qu'il n'y a pas un défaut dans la communication, dans la pédagogie qu'on aurait pu mettre en place pour tenter de finir de convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés? Oui. Vous savez, je crois qu'en France, on a un problème de gestion, d'administration, un silo. On a du mal à travailler ensemble, à faire travailler les administrations, à faire travailler les politiques souvent. Et c'est vrai que sur le département de l'Hérault, c'est le SDIS qui, depuis le début, a ouvert un centre de vaccination, a mis ses pompiers. Il y a 200 médecins pompiers dans l'Hérault et ils vont chercher les gens. Donc, on a encore 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Je pense qu'il y a 1 million qui ont peur, qui ne veulent pas. Donc, il faut arriver à lever ces freins. Et il y a 4 millions qu'il faut aller chercher chez eux. Il faut aller au bas de l'immeuble, comme disait Arlette Chabot. Il faut qu'il y ait l'assurance maladie en contact avec des médecins. Et puis, ils le font déjà, mais je crois qu'on a besoin aussi du soutien des médecins généralistes parce que les citoyens, ils n'ont pas confiance, que je vais dire, ils ne croient plus à la classe politique, ils ont du mal avec les médias, mais ils font confiance à leurs infirmiers, à leurs médecins généralistes et à leurs pharmaciens. Donc, on a compris, en France, on a du mal à imposer donc, le pass sanitaire, ça va réduire effectivement, mais il faut aller plus loin, il faut aller chercher les gens chez eux pour qu'on puisse avoir cette vaccination. Mais il faut avoir aussi un discours de vérité, et je crois que votre intervenant le disait, même vacciné, on peut aussi attraper le Covid, parce que c'est compliqué, parce que tous les jours, on ne sait pas comment on va s'adapter, et surtout faire preuve d'humilité. Je voudrais franchement le dire dans cette période un peu difficile. Je veux bien que les candidats aux élections présidentielles nous expliquent qu'ils vont changer l'hôpital, mais ils ont fait quoi pendant 20 ans avant nous? Donc je crois que si on veut que les Français retrouvent le chemin des urnes, si on veut que les Français fassent confiance à la classe politique, au monde médical et au monde des médias, il faut qu'on ait un discours de vérité. Il faut surtout qu'on aille les chercher au bas de leurs immeubles, dans leurs maisons, surtout les plus fragiles et les plus âgés.
L'appel est entendu. Il y a aussi cette autre actualité assez fraîche que l'on vient d'apprendre il y a quelques heures, c'est le transfert de ces patients visiblement en Île-de-France dans les services de réanimation. C'est assez critique pour qu'on décide de transférer des patients, notamment vers la région de Reims. William Tess, c'est le signe quand même que là on entre aussi dans quelque chose de très dur. On a beau anticiper Omicron en se disant qu'il est moins dangereux, il y a quand même le Delta qui frappe et l'hôpital a toujours besoin de moyens et il en manque cruellement et il ne cesse de le dire et ça continue. Oui, la difficulté, c'est qu'en plus, on est en période de fête, donc une partie du personnel est actuellement en vacances, même s'il a été rappelé, remobilisé pour faire face à la question de la saturation des hôpitaux. Donc vraisemblablement, on n'est pas en situation complète au niveau France, mais dans certaines zones, on peut avoir des saturations qui sont localisées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vraisemblablement, avec la vague Omicron, plus le reste de la vague Delta, on ne sera pas loin du sol de saturation, même si on ne dépassera pas le sol des 5000 et 6000 soins critiques. Donc à ce moment-là, il faut établir une stratégie et un cap clair, en sachant que de toute façon, nous aurons l'apparition de nouveaux variants. Après Omicron, il y aura un nouveau variant. Vu que l'on n'aura pas de vaccination de la population mondiale à 90 ou 100% de la population d'ici 1 à 2 ans. Donc la crise, il faut vivre avec le virus pendant 1, 2, 3, 4 ans éventuellement. Donc on aura des rappels de doses tous les 4 à 6 mois. Il faudra se faire vacciner tous les 2, 3 fois. Rien de tout ça est encore confirmé, non, bien pas sûr. encore confirmé, mais c'est quasiment sûr parce qu'on est capable de mettre des courbes et d'asibilité. Et donc du coup, il faudra vivre avec le virus. Or, comment on fait pour vivre avec le virus? Premier point, c'est qu'on sait que le vaccin permet d'empêcher et de limiter fortement la question des formes graves. Donc premier point, c'est que ceux qui sont vaccinés, on peut les mettre en brassage de la population. De toute façon, ils ont très peu de chances d'attraper le virus. Et s'ils attrapent le virus, ils ont très peu de chances d'être en soins critiques dans les hôpitaux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la question des non-vaccinés. Il y a 5 à 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Dans ce stock, il y a des personnes qu'on peut convaincre d'aller se faire vacciner. Et il y a un socle résiduel qui va être estimé à environ 3-4% de la population, donc vraisemblablement 3 à 4 millions, qui seront anti-vax et de toute façon ne seront pas vaccinés. Donc la question qui se pose pour eux, c'est est-ce qu'on limite leur liberté, si par cas on doit prendre des mesures supplémentaires de restriction de liberté. Après, le troisième point, c'est d'établir une philosophie, une stratégie globale. On va vivre avec le virus, donc de toute façon, le nombre de cas va rester très élevé, quoi qu'il arrive. On aura des vagues, toujours pareil, en janvier, un peu avant l'été et aux alentours d'octobre. Et à ce moment-là, on laisse filer le virus et on limite un seul truc, on surveille un seul chiffre, c'est la question des admissions dans les hôpitaux. Oui. C'est tout. Oui, parce que pour l'instant, tout ça, c'est de la théorie. Et en pratique, l'hôpital, il souffre. Écoutez ce que disait justement William Dab à ce sujet hier. Ce qui compte, c'est qu'un risque individuel faible, qui concerne des millions de personnes, ça va submerger l'hôpital. Et l'hôpital est malade actuellement, y compris parce qu'il y a beaucoup de soignants qui sont atteints et donc isolés, y compris parce qu'on a offert aux soignants des conditions très avantageuses pour aller vacciner dans les centres, et l'hôpital ne va pas pouvoir tenir le choc face à ce tsunami qui s'annonce. Ergun Toparslan, on peut faire quoi du coup si on nous dit que l'hôpital ne va pas tenir le choc? Là, il faut quand même prendre des mesures. On a l'impression quand même qu'avec les mois passés, j'avais envie de dire presque les années passées, parce que ça fait quand même 2 ans que cette crise nous frappe, on a établi des plans à 19 milliards pour renforcer l'hôpital, mais dans les faits, on voit qu'il n'y a rien de très concret qui se met en place, en tout cas pour le moment, et qu'en pleine pandémie, on n'est pas capable de tenir le coup. Il y a plusieurs aspects dans cette question-là. La première, c'est tout d'abord dans le discours de vérité qui a été dit tout à l'heure, il faut également indiquer que quand on s'occupe exclusivement d'une seule maladie dans les hôpitaux, on ne s'occupe pas de toutes les autres maladies. Et donc cela aussi aura un impact à moyen et long terme dans notre société, y compris d'un point de vue psychologique, parce que des enfants qu'on n'arrive pas à traiter sur des maladies qu'on repousse à chaque fois, forcément, à un moment donné, il y aura un impact et cela, on ne sait pas encore le mesurer. Deuxièmement, le gouvernement a agi dans cette volonté de rattraper le retard, et notamment de ce qui n'a pas été fait du coup dans les 20 dernières années, puisqu'il y avait une gestion surtout économique et budgétaire du monde hospitalier, avec la Ségur qui a répondu en partie à cela. Mais il ne faut pas se mentir aussi, d'un autre côté, dans le discours de vérité, c'est que la formation, ne serait-ce que d'une aide-soignante ou d'un aide-soignant, prend 2 ans, des infirmiers, ça prend 3 ans, et de l'autre côté, des médecins, c'est avec des cursus beaucoup plus longs. Donc la décision qu'on prendrait politiquement aujourd'hui aura un impact pas immédiat sur ces aspects-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut manquer de volonté politique, et j'invite l'opposition, plutôt que de se poser systématiquement, à faire des propositions beaucoup plus concrètes sur cet aspect-là. Je pense que le gouvernement fait autant que cela soit possible, notamment avec la loi Ségur qui est assez emblématique de ces derniers mois, mais il ne faut pas se mentir aussi sur l'aspect formation, le volet formation qui est essentiel. Et d'un autre côté, il y a une réalité économique aussi de nos soignants et du personnel médical, c'est que leur salaire étant beaucoup trop bas, leur acceptabilité de certaines difficultés au métier au quotidien est beaucoup plus inférieure, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de burn-out, on a beaucoup de démissions également dans l'hôpital public, et c'est des choses, si on veut éviter, ça passe aussi par une amélioration des salaires de tout ce personnel-là. Et il y a aussi à
Arlette, le problème de ces fameux arrêts maladie, puisque les soignants sont concernés aussi, au premier chef certainement. Ils n'arrivent pas à tenir bon à l'hôpital parce qu'on manque de soignants et qu'on n'arrive pas, vous le disiez, à en recruter, à en former. Donc c'est-à-dire que là, on est déjà dans une impasse structurelle, en fait, tout comme le reste du pays. Il y a les difficultés qu'on connaît, les soignants. Il ne faut jamais oublier que, notamment aux urgences, ils manifestaient bien avant la crise du Covid pour dire à quel point ils avaient des difficultés. Donc ça, c'est un point. Deuxièmement, il y a effectivement des soignants qui sont fatigués, qui en ont assez, et qui trouvent peut-être que les mesures du Ségur sont pas négligeables, évidemment. Si c'est autour de 180 € de plus par mois, c'est pas mal. Mais le rapport entre la fatigue, l'usure et la somme qui arrive, ça ne fait pas. Il n'y a pas l'équilibre. Et puis, troisième point, donc il y avait à peu près, on a dit 20% des lits qui étaient fermés parce que le personnel s'en va. Et puis là, en plus, il y a l'épidémie aussi qui touche des services entiers. D'où, on le dit beaucoup, les décisions qui pourraient être annoncées, encore une fois, concernant la durée de la demande d'isolement de ceux qui sont soit atteints par la maladie, soit des cas contacts qu'on pourrait réduire de façon à ce que l'économie française ne soit pas paralysée, et en commencer par l'hôpital, évidemment. On a un peu le sentiment aussi qu'au début de cette pandémie, on avait un peu vu les soignants comme nos héros, nos sauveurs, et que finalement on s'est plutôt habitué à cette situation et que désormais on a moins dans l'inconscient collectif le sentiment qu'ils sont en lutte, alors qu'on a pourtant essayé politiquement. On a promis, je crois, le doublement des heures sup. Ça n'a pas suffi. Le personnel est toujours en train de crier et de dire qu'il y a un souci structurel. La difficulté, c'est que l'hôpital public est en difficulté depuis une vingtaine, trentaine d'années. Ouais. Donc en fait, le gouvernement, même s'il peut prendre des mesures qui sont conjoncturelles et qui apportent des soins et des correctifs par rapport à la situation, ne permet pas de réformer profondément l'hôpital public. Quand on compare l'hôpital public au début de la crise sanitaire par rapport à l'Allemagne, au même niveau de dépenses par habitant, nous avons 3 à 4 fois moins de lits de réanimation que l'Allemagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de rémunération de personnel, nous, on a choisi de rémunérer le personnel administratif qui représente 30 à 40% de la masse salariale en France. Alors qu'en Allemagne, ils ont beaucoup moins de personnel administratif et ils profitent pour rémunérer davantage les médecins et ceux qui sont sur le terrain pour soigner les malades. C'est le deuxième élément. Après, troisième élément, c'est une question d'organisation de l'hôpital public et de la santé. On a un millefeuille territorial au niveau institutionnel et on a la même chose d'un point de vue de l'organisation de la santé. Et donc, quel est le grand point ? Est-ce qu'on doit augmenter davantage les moyens ? Emmanuel Macron l'avait rappelé il y a 2-3 années, il disait qu'on augmentait de plus en plus les dépenses publiques. Malgré tout, il y avait de plus en plus de pauvres et de moins en moins de services publics. C'est-à-dire que le système ne fonctionne pas dans son essence même. Et après, pour les soignants, la difficulté, c'est un autre point. Au-delà de la question de la rémunération et de la question de l'usure, c'est la question de la quête du sens. On le voit depuis plusieurs années, c'est que les fonctionnaires, au sens global, que ce soit les soignants, les professeurs, etc., ont perdu le sens du service public, dans la mesure où le service public est dévalorisé dans sa fonction et dans son utilité par rapport aux citoyens. Et donc, si on ne met pas de bout à bout la question matérielle avec la question immatérielle, les soignants, on n'arrivera pas à en recruter de nouveaux pour faire face à la crise qui pourra durer plusieurs années. Et le deuxième point, c'est que la rémunération permet de répondre à un besoin qui est conjoncturel et immédiat, mais ne permettent pas de répondre au fait que les personnes ont besoin de rentrer chez eux, de se sentir valorisées dans un travail qui est moins bien rémunéré que dans le privé. Merci beaucoup William Thiam, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Arlette Chabot, vous ne bougez pas, en tout cas pas trop loin, on se revoit à 22h. Et puis en attendant, à 20h30, on a ce grand entretien avec Pierre Squara, chef du service réanimation de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine. On en parle dans un instant, à tout de suite.